Dans les archives du service des requêtes des citoyens du comté, à la date du 14 août, il y a une note qui, à ce moment-là, n'a semblé importante à personne. Sur le papier, une simple ligne dans une longue liste de plaintes, une formulation concise, sans détail, plainte pour odeur, rue Maple, maison 112, envoyé un inspecteur. Mais aujourd'hui, cette ligne est considérée comme le point de départ de l'affaire qui sera plus tard qualifiée de la plus retentissante de la décennie. À 19h47, un homme, Tom Brower, a appelé le service de régulation. Il vit sur la rue Maple depuis plus de 10 ans. Selon ses dires, les 3 dernières soirées consécutives, une odeur âcre et chimique flottait dans l'air, provenant du terrain voisin. Tom ne semblait pas alarmé, simplement las. Il a dit que l'odeur s'intensifiait à la nuit tombée, comme si quelque chose chauffait ou fondait. Il a mentionné qu'à cause d'elle, il était impossible d'aérer la maison. Même son chien refusait de sortir dans la cour. Sa déclaration a été prise calmement. L'opérateur a enregistré la requête et, conformément aux instructions, a envoyé une notification au service sanitaire. De telles plaintes sont reçues constamment. Les gens brûlent des déchets, traitent le sol, renversent des solvants. Habituellement, tout se termine par une seule visite. Le lendemain matin, à 8h30, l'inspecteur de la surveillance sanitaire du comté est arrivé sur la rue Maple. L'odeur était effectivement perceptible, épaisse, lourde, comme un mélange de brûlé et d'engrais en décomposition. Mais la source n'a pas pu être trouvée immédiatement. La maison d'où, selon le voisin, provenait l'odeur, appartenait à Harold Collins. 48 ans, marié, travaillant comme directeur logistique dans une entreprise de transport. Il réside à cette adresse depuis 1997. La maison est soignée, bien entretenue. La façade est fraîchement peinte. Des roses poussent sous les fenêtres. En apparence, la vie typique et tranquille de la classe moyenne. Dans la base de données, Collins était impeccable. Pas de dette, pas de plainte, pas d'amende. Le voisin qui a appelé le service n'avait jamais eu de conflit avec lui. L'inspecteur s'est approché de la maison et, 1 minute plus tard, le propriétaire lui-même est sorti de derrière le garage. Collins avait l'air posé. Jeans, gants, une simple chemise de travail. Il n'a pas été surpris par la visite. Il a tout de suite dit qu'il devinait la raison de leur venue. C'est probablement l'odeur de l'engrais. J'en ai mis un peu trop. Il a expliqué qu'il avait récemment commandé un nouveau mélange pour ses roses et avait décidé de l'essayer. Il a montré un sac appuyé contre le mur sur lequel figurait effectivement le marquage Garden Pro. La conversation s'est déroulée calmement. Collins parlait avec assurance, sans se presser, répondant à toutes les questions. Il a même proposé à l'inspecteur de sentir l'engrais pour s'assurer qu'il sentait effectivement mauvais, mais qu'il n'était pas dangereux. Son comportement était absolument typique. Ni irritation, ni tentative de se justifier. Tout semblait naturel. L'inspection du terrain n'a pas duré plus de 20 minutes. L'inspecteur a noté que le sol de la cour était plat, sans trous récents ni traces de combustion. Dans l'arrière-cour, des parterres de concombres, 2 barils d'eau en plastique et des outils de jardinage soigneusement rangés. Dans les poubelles, de l'herbe tondue et des emballages d'engrais. En surface, rien de suspect. Dans le rapport de l'inspecteur, il est indiqué « L'odeur est présente, mais la source n'a pas été établie. Aucune violation des normes sanitaires n'a été constatée. La cause probable est l'utilisation d'engrais organiques. Surveillance recommandée. » Après la vérification, le rapport a été envoyé aux archives et l'affaire a été considérée comme close. Les voisins ont bientôt confirmé que l'odeur s'était affaiblie vers le soir et avait complètement disparu un jour plus tard. Tout semblait n'être qu'un détail domestique. Sur la rue Maple, la vie a rapidement repris son cours normal. Les gens discutaient du nouveau supermarché, de la réparation de la route, du temps,
mais pas du terrain de Collins. Personne ne s'est même souvenu de la visite de l'inspecteur. Plus tard, l'enquête établira que c'est précisément à ce moment-là que, sous ce même terrain, se trouvait déjà ce qui expliquait l'origine de l'odeur. À l'époque, personne ne savait que le sac d'engrais n'était qu'une couverture. Collins avait tout planifié à l'avance, de l'explication à son comportement lors de l'inspection. Il comprenait que l'inspecteur n'irait pas creuser plus loin. Le système a fonctionné selon les instructions. Plainte, vérification, rapport, archive. Tout était correct. Tout était formel. Mais c'est précisément cette procédure qui semblait ordinaire qui a laissé de côté l'essentiel. Et si quelqu'un s'était méfié à ce moment-là, l'histoire aurait peut-être pris un tournant différent. Mais personne ne s'est méfié. Et l'odeur que tout le monde avait prise pour de l'engrais reviendra. Seulement, ce sera alors qu'il sera trop tard pour corriger quoi que ce soit. Dans la petite ville où tout le monde se connaît par son nom, Harold Collins était celui que l'on qualifiait, sans hésitation, de homme fiable. Il ne se démarquait jamais, ne cherchait pas l'attention, mais était toujours là quand on avait besoin d'aide. Dans les rapports de la municipalité et les procès-verbaux des réunions, son nom de famille apparaissait souvent, non pas en lien avec des plaintes, mais au contraire, dans les listes des résidents actifs. Il était membre du comité des parents d'élèves de l'école locale, participait à l'organisation de la fête annuelle de la ville et aidait bénévolement lors des samedis de travaux communautaires. Les voisins se souvenaient que c'était lui le premier à proposer de collecter de l'argent si le garage de quelqu'un avait brûlé ou s'il fallait payer des soins médicaux. Il participait à des marathons caritatifs, apportait des boîtes de vêtements pour le refuge, se comportait comme quelqu'un qui se souciait de ce qui se passait autour de lui. Le soir, surtout en été, on pouvait souvent voir Harold dans sa cour. Il s'occupait de son jardin, tondait la pelouse, discutait par-dessus la clôture avec les voisins. Plus d'une fois, il a organisé de petites réunions dans la rue, des barbecues auxquels tous les habitants du quartier se rassemblaient. Il était respecté, mais pas craint. Il n'était pas le genre de personne à côté de qui l'on ressent une distance. Au contraire, on pouvait toujours lui parler, lui demander conseil, simplement échanger quelques mots sur le temps ou sur la croissance des roses cette année-là. Dans les sources officielles, Harold était décrit comme un homme à la réputation irréprochable. Il travaillait dans la même entreprise depuis plus de 10 ans, était ponctuel, non conflictuel. Avec ses collègues, il entretenait des relations égales et bienveillantes. Sa direction le décrivait comme un employé discret, mais extrêmement fiable. Il ne contestait pas, n'arrivait jamais en retard, ne se plaignait jamais. Celui sur qui l'on pouvait compter s'il fallait terminer un projet en urgence. Dans sa famille, tout semblait non moins stable. Les voisins le voyaient souvent sortir du garage le matin, conduire sa femme au travail, puis passer par l'école. Le week-end, l'église, un dîner dans le même café, les courses au supermarché. Sa vie ressemblait à un emploi du temps où chaque minute était à sa place. Sa femme, Linda, travaillait dans la comptabilité. Ils s'étaient rencontrés à l'université, avaient acheté une maison ensemble, remboursé l'hypothèque, élevé 2 enfants. Selon les souvenirs de ses collègues, elle mentionnait souvent son mari. Fiable, équilibré, on se sent en sécurité avec lui. Sur les photos de famille, un sourire, des pulls assortis, en fond, une fête de famille. Rien qui puisse susciter l'inquiétude ou la méfiance, ni dans les rapports de police, ni auprès des services de protection de l'enfance. Aucune requête n'avait été enregistrée à l'adresse des Collins au fil des ans. Ni plainte des voisins, ni appel de l'école. La maison avait toujours l'air soignée. Les factures étaient payées à temps, les impôts déclarés en règle. Si l'on demandait à quiconque vivait à proximité quel genre d'homme était Harold Collins, la réponse était toujours la même. Calme, gentil, un homme de famille. Et c'est précisément pourquoi ce qui sera découvert plus tard sera un choc pour tout le monde. Parce que ce monde normal
d'Harold et de ceux qui semblent impeccables, mais qui sont construits sur une façade parfaite. Un monde où l'ordre est plus important que les émotions, où tout est contrôlé et emballé dans la bonne forme. Il n'y a pas de place pour le hasard, pas de place pour le chaos. Tout est subordonné à l'habitude, à l'horaire, à la précision. C'est précisément cet ordre, sa perfection extérieure, qui joueront un rôle décisif. Car sous la surface lisse, où tout semble calme, se cache souvent ce qui ne doit pas sortir. Et dans l'histoire de Collins, cette fissure se manifestera bientôt, d'abord à peine perceptible, comme un détail insignifiant. Puis elle deviendra une ligne le long de laquelle toute la façade de sa vie normale commencera à s'effondrer. Le problème que l'on considérait comme résolu est revenu. Seulement maintenant, tout semblait différent. L'odeur, qui avait disparu après l'inspection, était réapparue. Mais si auparavant elle ne se sentait que le soir, maintenant elle persistait 24 heures sur 24. Les voisins ont commencé à remarquer que l'air autour de la maison de Collins semblait plus dense, plus lourd. Certains le décrivaient tout comme amer, d'autres comme putride. Mais tous s'accordèrent sur un point. Il ne ressemblait pas à une odeur d'engrais. 5 jours après la première inspection, le service de régulation a de nouveau reçu un appel. Cette fois, c'est la voisine d'en face, Madame Grant, qui se plaignait. Elle a dit que l'odeur s'intensifiait au coucher du soleil et qu'il était impossible de rester dehors à cause d'elle. 2 jours après elle, un autre habitant du quartier a appelé pour signaler la même chose. Dans sa déclaration, un nouveau détail est apparu. Il a mentionné que, depuis la fenêtre de son grenier, il avait vu Collins transporter quelque chose tard le soir vers l'arrière de la cour, là où se trouvaient maintenant plusieurs grands fûts en plastique bleu. Ces 2 signalements sont devenus la base d'une nouvelle inspection. Selon la procédure, lorsque des plaintes se répandent dans un court laps de temps et désignent le même endroit, le service est tenu de transmettre l'information à la police. C'est ainsi que l'affaire est passée du domaine sanitaire à la juridiction des forces de l'ordre. La formulation dans le document était neutre. Vérification d'un possible stockage non autorisé de substances chimiques. Mais en réalité, la situation ne ressemblait plus à une question d'aménagement. Un agent de police de quartier, l'officier James Hayne, a été envoyé sur la rue Maple. Il est arrivé le matin vers 8 heures, au moment où Collins déchargeait quelque chose de son coffre. Selon ses dires, la conversation a commencé calmement. Hayne s'est présenté, a expliqué que des plaintes répétées avaient été reçues. Il a demandé ce que contenaient les fûts placés contre le mur du fond. Collins a répondu avec assurance, sans une once d'irritation. « Ce sont des produits chimiques pour la piscine. Je prévois d'en installer une sur le terrain. J'ai acheté les réactifs à l'avance. Il y avait une promotion. » Il a même montré un des paquets, prétendument de la poudre de chlore, et a commencé à expliquer où il construirait la piscine elle-même, juste à côté des parterres de fleurs. Il parlait en détail, en précisant les dimensions comme si tout était déjà réellement planifié. Hayne a noté que la cour était en ordre, les fûts fermés par des couvercles, aucune fuite ni trace n'était visible. À première vue, tout semblait convaincant. Mais l'officier, agissant selon les instructions, a fait une demande standard. Vérifier si Collins avait déposé une demande officielle pour l'installation d'une piscine. En ville, de telles installations nécessitent un permis, car elles sont liées au raccordement au réseau d'eau. La réponse est arrivée le jour même. Dans le registre des demandes de construction, aucune inscription au nom d'Harold Collins ne figurait. Ainsi, son explication n'était pas confirmée par des documents. Face à cette incohérence, l'officier a rédigé un rapport et l'a transmis au service des enquêtes. La formulation restait neutre. Incohérence constatée dans les déclarations d'un citoyen, mais c'est à partir de ce moment que la situation a cessé d'être simplement administrative. Collins ne savait pas qu'il serait désormais sous surveillance. Il ne savait pas que son explication, prononcée presque nonchalamment, deviendrait le premier signal que la façade de sa vie commençait à se fissurer. Tout semblait encore calme. Il continuait d'aller au travail, de s'occuper de son jardin,
de parler avec les voisins. Mais désormais, chacun de ces mouvements était suivi par la police. Cette semaine sera la dernière où la rue Maple restera un endroit tranquille. Ensuite, les événements commenceront à se développer rapidement. Trop rapidement pour que quiconque puisse comprendre jusqu'où les choses étaient allées. Après avoir découvert l'incohérence, l'officier James Hayne a agi strictement selon les instructions, bien que lui-même, comme il le dira plus tard, sentait déjà intérieurement que quelque chose n'allait pas. Il a rédigé un rapport détaillé, un document dans lequel il consignait chaque détail, même ceux qui pouvaient apparaître insignifiants à première vue. Dans le rapport, il a indiqué les dates des plaintes reçues, noté les noms des résidents qui avaient appelé le service de régulation et souligné que l'odeur était perceptible non seulement à proximité immédiate de la maison de Collins, mais aussi dans un rayon de 30 mètres. Suivait une liste d'observations. 3 fûts en plastique de couleur bleue placés contre le mur arrière de la maison, de même taille et sans étiquette. Hayne a décrit en détail la conversation avec le propriétaire, comment Harold parlait calmement, ne montrait aucune anxiété et expliquait avec trop d'assurance l'origine de ces fûts. Il a même cité ces paroles dans le rapport. Ce sont des réactifs pour la piscine. Je les ai achetés à l'avance en promotion. Je prévois d'installer la structure au printemps. Après cette citation, l'officier a ajouté une brève remarque. Aucune donnée concernant la construction prévue d'une piscine à cette adresse ne figure dans le registre. À la fin du document, Hayne a indiqué 3 points clés. Des requêtes répétées de citoyens indiquant une source unique, la présence d'une odeur chimique persistant depuis plus de 7 jours, une explication fausse du propriétaire du terrain. Il a envoyé ce rapport à son supérieur direct, le capitaine Reeves. Ce dernier, après avoir étudié les documents, a noté dans une note de service: l'ensemble des circonstances indiquées nécessite une vérification dépassant le cadre d'une inspection sanitaire. Sur cette base, il a initié une demande auprès du procureur du comté pour autoriser une inspection du territoire. Habituellement, de telles demandes ne sont pas traitées instantanément. La procédure bureaucratique prend du temps. Mais cette fois, la situation a évolué plus rapidement. Les plaintes répétées, ainsi que le fait qu'un des résidents ait signalé une activité dans l'arrière-cour pendant la nuit, ont rendu l'affaire prioritaire. Au bureau du procureur, de tels cas sont classés comme une menace écologique potentielle. Le procureur, après avoir reçu les documents, a demandé au service sanitaire les résultats de la visite précédente. Il y était indiqué que l'inspecteur n'avait trouvé aucune infraction, mais que la source de l'odeur n'avait pas pu être établie. Cette incertitude, combinée au mensonge de Collins, a servi d'argument en faveur d'une inspection complète. Le procureur a signé la demande d'autorisation judiciaire dès le lendemain. Dans le document judiciaire, adressé au tribunal de comté, tout était exposé dans un langage sec et formel. Les requêtes reçues des citoyens et les faits constatés indiquent une possible violation des normes de stockage de substances chimiques sur le territoire d'une maison privée à l'adresse rue Maple, 112. Afin d'établir la source de la pollution et de vérifier la légalité de l'utilisation des dits matériaux, je demande l'autorisation de procéder à une inspection du terrain. Le juge Doyle, ayant reçu les documents, les a examinés le jour même. C'était un juriste expérimenté, et des dizaines d'affaires similaires étaient dépassées entre ses mains. Mais c'est la combinaison des facteurs qui l'a alerté. Les plaintes répétées, l'absence d'autorisation et les explications contradictoires du propriétaire. Dans la décision du juge, il était écrit: l'ensemble des circonstances crée des motifs suffisants pour croire que le citoyen Collins pourrait stocker des substances représentant une menace pour la santé d'autrui. Autoriser la conduite d'une inspection avec la participation de représentants de la police, du bureau du procureur et du service d'expertise chimique. Le lendemain, une réunion a été organisée au poste de police. Le capitaine Reeves a chargé Hayne de diriger l'intervention. On lui a adjoint un expert chimiste du laboratoire du comté, Michael Powell, et une jeune enquêtrice du bureau du procureur, Anne Lawson, qui devait être présente à chaque action liée à l'inspection d'une propriété privée. On leur a remis une copie du mandat
qui indiquait une durée de validité précise, 48 heures. Dans ce laps de temps, le groupe devait se rendre sur les lieux, effectuer une inspection visuelle, prélever des échantillons d'air et, si nécessaire, ouvrir les fûts suspects. Le document ne mentionnait pas un éventuel crime. La formulation restait extrêmement sèche. Vérification d'une possible violation des normes sanitaires et écologiques. Mais entre les lignes, on sentait déjà une certaine méfiance. Le soir du 21 août, le groupe s'est rassemblé devant le bâtiment du poste de police. Ils ont vérifié l'équipement, un appareil photo, des conteneurs pour les échantillons, des gants de protection et des masques épais. Tout ressemblait à une sortie standard, presque routinière. Personne ne s'attendait à ce que cette adresse, simplement notée sur le planning comme rue Maple 112, fasse la une des journaux quelques jours plus tard. Pour tous les participants, c'était l'une des dizaines d'interventions planifiées. Personne n'imaginait alors que cette perquisition deviendrait un point de non-retour, le moment après lequel l'histoire d'Harold Collins cesserait d'être celle d'un voisin bien sous tout rapport. À partir de ce moment, tout ce qui semblait faire partie de son monde normal commencerait à se désagréger, pas à pas. Lorsque le groupe d'enquêteurs est arrivé sur la rue Maple le matin, tout semblait faussement calme. Autour des maisons soignées, des pelouses bien entretenues, des buissons taillés au cordeau. Dans ce silence, la voiture de police devant le portail de Collins semblait presque un élément étranger. Les officiers ont agi strictement selon la procédure. Ils se sont présentés, ont montré leurs documents, et Anne a lu le mandat d'inspection du terrain. Harold est sorti de la maison immédiatement, comme s'il les attendait déjà. Il n'a pas demandé ce qui se passait, n'a exprimé aucun mécontentement et n'a pas tenté de s'opposer. Il a écouté attentivement la formulation, a hoché la tête, a pris le papier, l'a parcouru des yeux et a ouvert silencieusement le portail de l'arrière-cour. Tout cela a pris moins d'une minute. Ses mouvements étaient mis à mesurer, précis, comme répétés à l'avance. Dans le rapport, une phrase courte apparaîtra plus tard. Lors de la prise de connaissance des documents, Collins est resté calme, n'a exprimé aucune objection. Pour tout observateur, sa réaction semblait étrange. Habituellement, les propriétaires demandent au moins ce qui se passe, s'inquiètent, discutent, essaient de gagner du temps. Harold, au contraire, semblait presque indifférent. Il a seulement précisé si les agents pouvaient passer par l'arrière-cour tout de suite et a ajouté « Tout est fermé, mais je vais vous montrer les clés ». Pendant que le groupe d'enquêteurs inspectait le terrain, il se tenait à l'écart, sur le perron. Il ne posait pas de questions, n'essayait pas de commenter ce qui se passait. L'expert chimiste a sorti un appareil pour mesurer la qualité de l'air. Les lectures de l'appareil ont enregistré un dépassement des niveaux d'ammoniac. Un des agents l'a noté dans son carnet. À ce moment, Harold les a simplement regardés et a dit calmement « L'odeur vient probablement des engrais. J'en ai parlé à l'inspecteur. Ni irritation, ni anxiété. Juste une politesse mécanique. » Lorsque l'enquêtrice a demandé où il serait pendant l'inspection, Collins a répondu sans hésiter « Je serai dans la cuisine. Si vous voulez, je peux vous faire du café. » La phrase a semblé si déplacée qu'elle a été consignée séparément dans le procès-verbal. Dans cette proposition, il n'y avait ni sarcasme, ni peur, plutôt l'habitude d'agir selon une formule sociale, comme si ce qui se passait ne le concernait pas personnellement. Les enquêteurs diront plus tard que c'est ce moment qui les a alertés. Le comportement de Collins ne correspondait pas au scénario typique d'une personne dont la propriété fait l'objet d'une perquisition. Il ne se défendait pas, n'essayait pas de convaincre, ne montrait aucune réaction émotionnelle. C'était un calme qui paraissait anormal, comme si rien ne se passait à l'intérieur de lui. Pendant que le groupe se préparait à ouvrir l'un des fûts, Harold est effectivement retourné dans la maison. Quelques minutes plus tard, sa silhouette est apparue à l'une des fenêtres de la cuisine. Il était assis à table, un journal étalé devant lui, et il tournait les pages. Il était resté ainsi presque tout le temps que durait l'inspection dans la cour. Parfois, il levait les yeux,
observait à travers la vitre, mais l'expression de son visage ne changeait pas. Dehors, le silence régnait, seulement troublé par le bruit des équipements. L'expert prélevait des échantillons d'air près des fûts, l'enquêtrice prenait des photos, et l'officier Hayne notait tout dans son journal. Et pendant tout ce temps, Collins restait à l'intérieur, derrière la vitre, dans sa posture habituelle, le coude sur la table, les doigts sur le journal. Dans le procès-verbal, ce moment est décrit brièvement. Pendant la conduite de l'inspection, le propriétaire du terrain se trouvait à l'intérieur, occupé à lire des publications imprimées, n'a manifesté aucune réaction émotionnelle. Du point de vue de la documentation, rien d'inhabituel. Mais si l'on regarde cela avec les yeux de ceux qui étaient là, la situation semblait presque sinistre. Quand les policiers sont entrés pour la première fois dans l'arrière-cour, ils s'attendèrent à voir un homme préoccupé par ce qui se passait. Au lieu de cela, ils ont trouvé une figure qui semblait s'être détachée de sa propre réalité. Harold Collins, le voisin respecté, le père de famille exemplaire, s'est avéré être un homme capable d'affronter une perquisition avec une indifférence glaciale. Cette scène deviendra plus tard un élément clé pour l'enquête. C'est à partir de là que commencera la réévaluation de son image. Jusqu'à ce moment, il n'était que le propriétaire d'un terrain faisant l'objet de plaintes. Après, il est devenu un homme dont le comportement exigeait une explication. Et chaque mot, chaque geste, était désormais considéré non pas comme une coïncidence, mais comme une partie d'une ligne de conduite soigneusement construite. À partir de ce moment, une nouvelle dimension apparaîtra dans l'affaire, la dimension psychologique. Les enquêteurs commenceront à étudier non seulement les preuves, mais aussi Collins lui-même, en essayant de comprendre qui il était réellement. Ce jour-là, il ne savait pas encore que son calme glacial n'était pas une coïncidence, mais le signe que la vérité se révélerait bien plus terrible que quiconque aurait pu l'imaginer. L'inspection de l'arrière-cour a commencé calmement et méthodiquement. Les enquêteurs suivaient le protocole standard, documentant chaque objet par des photos et des vidéos. Les premiers objets à attirer leur attention furent 6 fûts identiques, en plastique épais, d'un bleu intense, parfaitement alignés le long de la clôture en bois. Pas une seule étiquette, pas de marque de fabricant, pas de traces de rouille ou de saleté. On aurait dit qu'ils venaient d'être livrés, mais ils étaient manifestement là depuis longtemps. Des empreintes qu'on s'était dit formées dans l'herbe sous leurs bords inférieurs, et une couche de poussière mélangée à du pollen recouvrait les couvercles. Hayne a noté dans son carnet 6 fûts en plastique, volume approximatif, 200 litres chacun, hermétiquement fermés, couvercle soudé en plastique, aucune trace d'ouverture. Une telle étanchéité était déjà suspecte en soi. Aucun jardinier n'aurait scellé des conteneurs d'engrais, encore moins 6. L'expert Powell s'est approché et, sans les ouvrir, a effectué une première mesure de l'air. Les lectures de l'appareil ont immédiatement enregistré une teneur élevée en ammoniac et en vapeur de composés volatiles inconnus. Pour vérifier, le chimiste a sorti un analyseur de gaz jetable, a activé le capteur et l'a passé délicatement le long du joint du couvercle. L'indicateur a clignoté en jaune, un signal indiquant un environnement potentiellement toxique. La procédure d'inspection a été suspendue à ce stade. Selon le règlement, dans de tels cas, il faut appeler une équipe de protection chimique. Reeves a donné l'ordre de s'éloigner des fûts, d'établir un périmètre de sécurité temporaire et de ne pas s'approcher à moins de 3 mètres. Tous les agents ont quitté l'arrière-cour et la zone a été délimitée par des rubans en plastique. À ce moment, l'odeur s'est intensifiée. On ne pouvait pas la qualifier d'âcre, plutôt de dense, visqueuse, comme imprégnée d'humidité. Un des policiers a dit que cela ressemblait à un mélange de chlore et de métal. Un autre a répondu que cela rappelait de vieux détergents. Personne ne se doutait encore que la source n'était pas du tout une solution chimique. 40 minutes plus tard, l'équipe de protection chimique est arrivée sur les lieux. 2 spécialistes en combinaison épaisse, casque hermétique
et équipés d'appareils de contrôle de l'environnement. L'un était chargé de l'ouverture, l'autre de la documentation et du prélèvement d'échantillons. L'enquêtrice du procureur, Lawson, était présente à leur côté et consignait chaque action dans le procès-verbal. Avant l'ouverture, tous les appareils ont été vérifiés une nouvelle fois. La pression dans les fûts d'eau s'est avérée anormale. Une légère surconcentration de gaz a été détectée à l'intérieur. Cela signifiait que le contenu était dans un état réactif. Haynes a noté l'heure du début de l'opération. 12h47. Le premier spécialiste a délicatement soulevé le bord en plastique du couvercle avec un cutter. Il a fallu environ 1 minute pour faire le tour complet. Le plastique a commencé à céder. Un léger clic s'est fait entendre. La pression s'est équilibrée. À ce moment, personne n'a dit un mot. Tous se tenaient à distance, dans un silence total, n'écoutant que le sifflement de l'outil et le craquement du plastique. Lorsque le couvercle a finalement été retiré, une odeur âcre a frappé le nez même à travers les filtres. De l'intérieur est apparu un liquide épais, d'un jaune trouble, à la consistance dense. L'employé de la protection chimique a allumé sa lampe de poche et a dirigé la lumière à l'intérieur, à la surface de la solution. Quelque chose de dense, d'une rondeur anormale, flottait lentement. Il a prudemment reculé et a levé la main, faisant signe d'arrêter le processus. Quelques secondes plus tard, il a dit brièvement « Il y a un objet d'origine biologique ». Cette phrase sera plus tard incluse dans le rapport. Elle est devenue la constatation officielle du moment où une inspection écologique de routine s'est transformée en affaire criminelle. L'inspection a été immédiatement interrompue. Le périmètre a été élargi à l'ensemble du terrain. La police a appelé les experts de la police scientifique et une équipe d'expertise médico-légale. On a informé Harold Collins qu'il était placé en garde à vue jusqu'à ce que les circonstances soient éclaircies. Sur l'enregistrement de la caméra piéton, on le voit hocher calmement la tête, lever les mains et dire « Je comprends ». Sans résistance, sans tentative d'explication, sans un seul mot sur ce qui se passait. Pendant ce temps, la cour était déjà remplie de monde. Des patrouilles supplémentaires, une brigade d'enquêteurs et 2 représentants du procureur sont arrivés. La procédure de documentation a commencé. Les fûts n'ont pas été ouverts davantage avant l'arrivée des experts, mais il était déjà clair pour toutes les personnes présentes que le contenu n'avait rien à voir ni avec des réactifs, ni avec des engrais. Pour le procès-verbal officiel, une ligne sèche a été consignée ce jour-là. Lors de la conduite d'une inspection sous le mandat Nehero 48, des fûts contenant des matériaux biologiques d'origine indéterminée ont été découverts. Les objets ont été saisis, le propriétaire du terrain a été arrêté. Mais derrière cette phrase se cachait un tournant. C'est à ce moment-là que la véritable enquête a commencé. Une enquête qui allait complètement changer la perception d'Harold Collins et de sa vie. Pendant que certains agents scellaient la cour, d'autres inspectèrent la maison, documentant tout dans les moindres détails. Sur la table de la cuisine, le journal ouvert était toujours là. Sur la cuisinière, une cafetière refroidissait. Tout semblait indiquer que le propriétaire avait simplement été distrait pendant quelques minutes. Seulement, maintenant, cette image d'un homme soigné et calme n'inspirait plus confiance. Tout autour commençait à ressembler à une illusion soigneusement construite que l'enquête n'avait plus qu'à déconstruire, couche par couche. À ce stade, l'affaire a cessé d'être sanitaire. Elle a officiellement reçu un nouveau statut, une enquête sur la découverte de restes humains. À partir de ce moment, des experts de la police scientifique, des psychologues et des spécialistes fédéraux en enquête sur les crimes en série ont été impliqués. L'histoire, qui avait commencé par une plainte pour une odeur, se transformait maintenant en quelque chose de bien plus sombre et d'irréversible. Le moment de l'arrestation d'Harold Collins s'est déroulé avec une simplicité inattendue. Lorsqu'on lui a notifié les soupçons et lu ses droits, il n'a pas prononcé un mot. Il n'a pas contesté, n'a pas demandé de précision, n'a pas réclamé d'explication. Il a simplement hoché la tête, lentement,
comme pour confirmer quelque chose qu'il savait lui-même depuis longtemps. Le procès-verbal notera brièvement « n'a opposé aucune résistance, réaction calme, aucune manifestation émotionnelle observée. Il s'est dirigé sans contrainte vers la voiture de patrouille. Il s'est assis sur la banquette arrière, les mains soigneusement posées sur ses genoux et n'a pas dit un mot de tout le trajet jusqu'au poste. Sur l'enregistrement vidéo, on le voit regarder par la fenêtre, non pas les rues, ni les gens, mais simplement dans le vide, comme s'il était mentalement absent. De l'extérieur, on aurait dit qu'il n'était pas arrêté, mais qu'on lui avait poliment demandé de venir pour des formalités. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant le bâtiment de la police, Collins est sorti sans qu'on le lui demande. L'officier qui l'accompagnait a noté dans son rapport « Le suspect s'est comporté calmement, a obéi à toutes les instructions, n'a montré aucun signe d'agressivité ou de panique. Même pendant la procédure de prise de photos et de relevé d'empreintes, il n'a montré ni irritation, ni peur. On avait l'impression que tout cela était pour lui quelque chose d'attendu, de presque inévitable. Le premier interrogatoire a commencé le soir même. La pièce, standard, une table en métal, 2 caméras, un dictaphone. L'enquêteur Reeves et la procureure Lawson étaient présents ensemble. Sur l'enregistrement, on entend Reeves expliquer calmement la nature de l'accusation, énumérer les preuves et poser une question directe. Pouvez-vous expliquer l'origine des fûts trouvés sur votre terrain ? En réponse, le silence. Pas un geste, pas un regard. Seulement sa respiration. L'enquêteur pose une 2e question, une 3e, une 4e. La réaction est la même. Collins reste immobile, le regard fixé sur la table. Au bout d'1 minute, il tourne la tête vers la caméra et prononce la seule phrase de toute la séance. « Je ne parlerai qu'en présence d'un avocat. » Après cela, il se tait à nouveau. Plus un mot, plus une question, plus une tentative de préciser quoi que ce soit. L'enquête met fin à l'interrogatoire à la 15e minute. Selon les règles, toute question est impossible après la demande d'un avocat. Mais la pause elle-même, ce silence, s'est avérée bien plus éloquente que n'importe quelle réponse. Quand l'avocat, un jeune juriste nommé Peter Hardy, est arrivé au poste le matin, il a immédiatement pris les choses en main. Lors de sa première conversation avec la presse, Hardy a déclaré « Mon client n'a rien à voir avec les objets trouvés. Il est victime des circonstances. » Un peu plus tard, lors d'une déclaration officielle, il a présenté la version de la défense. Selon l'avocat, Collins ne connaissait pas le contenu des fûts. Quelques mois plus tôt, un de ses anciens collègues, un certain Richard Sloan, lui avait demandé de stocker temporairement chez lui des matériaux pour des travaux de restauration. Sloan aurait été spécialisé dans la restauration de meubles anciens et utilisait des solutions chimiques pour traiter le bois. Harold avait accepté, sans demander de détails, et n'avait même pas ouvert les fûts. Selon l'avocat, le collègue est rapidement parti à l'étranger, vraisemblablement au Portugal, où, selon ses propres dires, il avait l'intention de démarrer une entreprise. Cette version semblait logique en apparence. Tout s'expliquait simplement. Une demande innocente, la confiance entre anciens collègues, la négligence. Mais l'enquête n'avait pas l'habitude d'accepter des paroles sans vérification. Les documents indiquaient un nom et une date approximative du dernier contact. Une demande officielle a été envoyée via Interpol. Les enquêteurs ont également examiné les liens entre Collins et Sloan sur leur ancien lieu de travail. Effectivement, ils figuraient dans le même département, travaillaient sur des projets d'ingénierie et avaient même participé ensemble à plusieurs commandes municipales. Mais l'histoire a commencé à s'effilocher. Au moment du prétendu déménagement de Sloan, il n'y avait ni visa, ni billet, ni confirmation de sa sortie du pays. Son compte bancaire était inactif depuis plusieurs mois. Néanmoins, la défense campait sur ses positions. L'avocat a obtenu la réalisation d'une expertise indépendante des substances trouvées
affirmant que les fûts auraient pu contenir des réactifs industriels et que la présence de résidus organiques s'expliquait par une réaction chimique avec l'environnement. Il tentait de donner à l'affaire une tournure de malentendu, affirmant que tout cela n'était qu'une erreur causée par des conclusions hâtives. Collins, quant à lui, maintenait la même ligne de conduite. Il s'est présenté volontairement à tous les interrogatoires suivants, mais n'est jamais sorti de son silence. Il s'asseyait, écoutait, hochait parfois la tête, mais n'a jamais rien dit au-delà des formules juridiques requises. Entre eux, les enquêteurs l'appelaient « l'homme sans réaction ». Cependant, même ce silence est devenu pour eux un indice. Il ne ressemblait pas à une défense, mais à une stratégie délibérée. Comme si Collins ne se contentait pas de se taire, mais retenait à l'intérieur quelque chose qui ne devait pas être dit à voix haute. À partir de ce moment, l'enquête est définitivement entrée dans une nouvelle phase. Désormais, les enquêteurs devaient non seulement vérifier ses paroles, mais aussi comprendre qui était réellement cet homme et pourquoi 6 fûts hermétiques, remplis d'une horreur chimique, étaient apparus dans sa vie. Lorsque l'équipe d'enquêteurs a terminé l'inspection initiale de la cour, les experts de la police scientifique ont pris le relais. Les 6 fûts ont été saisis et transportés au laboratoire du département. La procédure de transport a été menée sous un contrôle strict. Chaque fût a été placé dans un conteneur séparé, scellé et accompagné d'un protocole individuel. À ce moment-là, personne ne savait encore à quel point ce qui se trouvait à l'intérieur serait énorme. Les résultats de l'examen sont arrivés 2 jours plus tard. Dans chacun des 5 fûts restants, les spécialistes ont découvert la même chose, des restes organiques. Tous se trouvaient dans une solution chimique similaire à celle du premier. La formulation du rapport était sobre. 6 objets d'origine biologique découverts, présumés de composition génétique humaine. Mais derrière ce langage sec se cachait un fait qui a immédiatement changé le cours de l'enquête. À partir de ce moment, l'affaire a cessé d'être le mystère d'une découverte fortuite. Elle est devenue l'histoire d'un crime systématique étalé dans le temps. Les experts ont établi qu'à l'intérieur de chaque fût se trouvaient des fragments appartenant à différentes personnes. Une première évaluation a montré qu'il s'agissait d'au moins 6 individus distincts. Pour l'enquête, ce fut un tournant. Il ne s'agissait plus de stockage de déchets chimiques, ni d'un accident, ni d'un fût oublié dans un garage. C'était un lieu de dissimulation de preuves de crime. Les médecins légistes ont commencé leur travail en parallèle. Leur tâche consistait à reconstituer la chronologie. Quand chacune de ces personnes avait disparu, combien de temps elle était restée dans la solution et s'il était possible d'établir son identité. Les premiers résultats de l'analyse ADN sont arrivés 1 semaine plus tard. Tous les échantillons appartenaient à des femmes. Âge d'environ 20 à 40 ans. Le milieu chimique dans lequel se trouvaient les restes compliquait l'identification, mais les spécialistes ont réussi à extraire du matériel génétique. Le rapport d'expertise indiquait le temps de placement dans le milieu chimique varie de 6 mois à 8 ans. Des traces de réactifs dissolvants indiquent un ajout progressif de composants pour la conservation. Cela signifiait que les actions n'étaient pas ponctuelles, mais planifiées. Quelqu'un avait soigneusement réfléchi à la manière de dissimuler les traces, sachant quels produits chimiques ralentissent la décomposition des tissus et empêchent la propagation des odeurs. Lors d'une réunion au département, l'enquêteur Reeves a déclaré brièvement « Nous n'avons pas un seul crime, nous avons une série. » À partir de ce moment, l'affaire a officiellement reçu le statut d'enquête sur des meurtres en série. Dans les médias, cela a été annoncé de manière presque banale. Les journalistes parlaient des 6 fûts et d'une découverte terrifiante. Mais au sein de l'équipe d'enquête, on comprenait déjà 6 n'était pas la limite. Si Collins était réellement impliqué, il s'agissait d'un système s'étalant sur plusieurs années, construit sur l'habitude d'un ordre parfait. Chaque pas, chaque détail de sa vie, de son jardin impeccable à ses horaires réguliers, était maintenant perçu sous un autre angle. Pendant ce temps,
la vérification de sa version sur l'ancien collègue se poursuivait. Interpol a répondu à la demande quelques jours plus tard. Une personne avec le nom et les données de passeport indiquées existait bien. Richard Sloan, citoyen américain, ingénieur en bâtiment, avait quitté le pays en février de l'année précédente. Cependant, la base de données d'Interpol portait une note « Décédé à Lisbonne en juin d'une crise cardiaque. Affaire classée ». Cette information a mis un point final à la ligne de défense. Si Sloan était mort 1 an avant la découverte des fûts, il ne pouvait physiquement pas les avoir apportés ou demander de les stocker. De plus, dans les témoignages des voisins et des collègues, personne ne se souvenait que Sloan ait jamais été chez Collins. Leur chemin professionnel s'était croisé de manière formelle, mais aucun contact personnel n'avait été enregistré après son départ de l'entreprise. L'avocat a tenté de construire une nouvelle ligne de défense. Il a insinué la possibilité que les preuves aient été placées, a parlé de falsification d'indices. Mais à ce moment-là, l'enquête disposait de suffisamment de faits pour juger cette version irrecevable. Dans la maison de Collins, on a trouvé des registres d'achat de produits chimiques, solvants, conservateurs, réactifs, tout ce qui était utilisé dans la même concentration que dans les fûts trouvés. Les reçus datèrent de différentes années, mais indiquaient un schéma d'achat stable. Chaque nouveau détail ne faisait que renforcer l'hypothèse principale. Harold Collins n'était pas un participant accidentel à cette histoire. Il contrôlait le processus, il savait ce qu'il faisait, et ce n'était pas la première fois. Son silence était maintenant perçu différemment, non pas comme de la confusion, mais comme le choix délibéré d'un homme qui comprend jusqu'où il est allé. À partir de ce moment, l'enquête s'est définitivement concentrée sur la reconstruction de sa vie au cours des 10 dernières années. Toutes les femmes disparues du comté ont commencé à être comparées aux chronologies des analyses chimiques. La police vérifiait les liens, les contacts, les itinéraires de déplacement, les factures de téléphone. L'ampleur de ce qui était découvert s'est avérée bien plus vaste que quiconque aurait pu l'imaginer les premiers jours. L'enquête entrait maintenant dans une phase où chaque fait, chaque petit détail de la vie d'Harold Collins pouvait devenir une clé. Son passé cessait d'être une simple biographie. Il se transformait en une carte que les enquêteurs devaient suivre pour comprendre comment un homme ordinaire à la réputation irréprochable avait pu, pendant des décennies, garder son secret à la vue de tous. Après avoir compris que les fûts contenaient les restes de 6 personnes différentes, l'enquête a été confrontée à une nouvelle tâche, déterminer qui elles étaient. C'est à ce stade que l'enquête est passée de la phase de choc à la phase d'analyse. La principale difficulté résidait dans l'état des preuves. Les solutions chimiques qui remplissaient les fûts avaient, au fil des ans, rongé la majeure partie des tissus mous. L'identification visuelle s'est avérée impossible. Les empreintes digitales étaient complètement détruites. Dans certains cas, même les structures osseuses avaient subi une dissolution partielle. Les médecins légistes ont reconnu que les méthodes classiques ne seraient pas adaptées. Il a fallu chercher des solutions de contournement. L'accent a été mis sur l'expertise moléculaire, l'analyse de l'ADN et la comparaison des dossiers dentaires avec les bases de données des personnes disparues. Au laboratoire, même les plus petits fragments de substances osseuses ont été prélevés pour en extraire le matériel génétique. C'était un travail minutieux, nécessitant non pas des heures, mais des semaines. À ce stade, des spécialistes du Centre central de criminalistique ont été sollicités. Ils ont utilisé les méthodes les plus récentes de restauration de l'ADN après une exposition à des réactifs acides. Chaque échantillon était placé dans une capsule stérile séparée et traité avec des enzymes spéciales capables de stabiliser les chaînes décomposées. Malgré la complexité, des résultats ont progressivement commencé à apparaître. La première correspondance a été obtenue 3 semaines après le début de l'analyse. Un des échantillons correspondait aux données du dossier dentaire d'une femme nommée Emily Carter. Elle était portée disparue depuis 2 ans. La dernière fois qu'on l'avait vue, c'était dans un petit garage automobile à la périphérie de la ville, où elle avait laissé sa voiture en réparation. Cette correspondance a été confirmée par un 2e test. Le résultat était certain à 100%. La formulation officielle dans le rapport était sèche.
Identification de la victime numéro 4. Carter Emily, 33 ans, disparue en mai 2019. Correspondance ADN et dentaire confirmée par le laboratoire. Mais pour les enquêteurs, cette inscription signifiait bien plus qu'un simple nom. Pour la première fois, une découverte anonyme avait une histoire. La police est revenue sur les éléments de l'affaire de la disparition d'Emily. À l'époque, il y a 2 ans, tout semblait être un cas typique de disparition sans laisser de traces. La femme venait de s'installer en ville après un divorce. Elle travaillait comme serveuse, louait un appartement bon marché, élevait un fils qui, à ce moment-là, était chez des parents dans un autre état. Comme proche, seulement une voisine et des collègues du café. Tous la décrivaient comme calme, un peu réservée, mais bienveillante. Selon la déclaration à la police, Emily a disparu après s'être rendue au garage le matin. Sa voiture ne démarrait plus, et elle avait appelé un ami pour lui demander conseil sur l'endroit le moins cher pour la faire réparer. Il s'est avéré plus tard qu'elle avait utilisé les services d'un garage situé à quelques rues de la maison d'Harold Collins. Selon le mécanicien, ce jour-là, elle est arrivée sans rendez-vous. Lorsque le mécanicien a inspecté la voiture, il s'est avéré que le problème venait de la batterie. Collins, qui se trouvait là par hasard à ce moment-là, prétendument pour les affaires de son entreprise, a proposé de l'aider. Le mécanicien s'est souvenu de cet épisode après que l'affaire Collins a fait la une des journaux. Selon lui, Harold était poli, courtois et, ce qui est caractéristique, a refusé de prendre de l'argent pour les pièces, disant que cette petite chose pourrait être réglée plus tard. Emily l'a remercié et est partie. Personne ne l'a revue. Ces témoignages ont constitué la base d'un nouvel épisode de l'affaire. L'enquête comprenait désormais que le lien entre Collins et les victimes pouvait ne pas être fortuit. Il choisissait son moment, proposait son aide, créait l'impression d'un voisin bienveillant, prêt à rendre service. Le même modèle de comportement a été observé dans d'autres disparitions, sur lesquelles la police a maintenant commencé à recueillir des données. Les experts ont continué l'identification des restes restants. Chaque résultat nécessitait des semaines de travail. Un par un, de nouveaux noms de famille apparaissaient, et chacun ajoutait une touche au portrait du crime. Il s'est avéré que toutes les femmes appartenaient à des couches sociales différentes, n'étaient pas liées entre elles, mais se trouvaient toutes dans des circonstances de vie similaires. Difficultés financières, solitude, absence de soutien. Pour les enquêteurs, ce schéma est devenu évident. Collins choisissait celles qui se trouvaient en position de vulnérabilité. Il s'insérait dans leur vie comme un sauveur, une personne sur qui l'on pouvait compter, et c'est précisément pourquoi aucune d'entre elles ne se méfiait. Sa bienveillance n'était pas un masque, mais un outil. Après la confirmation de l'identité d'Emily Carter, l'enquête a officiellement lié sa disparition à l'affaire Collins. Les médias ont de nouveau parlé de lui, mais cette fois sous un autre angle. Non pas comme le résident sur le terrain duquel des restes ont été trouvés, mais comme une personne contre laquelle une accusation systémique se formait. Le travail des experts de la police scientifique se poursuivait 24 heures sur 24. Chaque nouvelle preuve construisait progressivement une chaîne logique. Il est devenu clair, les fûts n'étaient que la phase finale d'un schéma bien pensé, et la véritable histoire avait commencé bien plus tôt, avec la première rencontre, la première proposition d'aide, le premier geste bienveillant, toujours suivi de la même fin. L'enquête devait maintenant découvrir l'essentiel, depuis combien de temps cela durait, et combien d'autres noms se cachaient dans le silence de l'arrière-cour d'Harold Collins. Après avoir établi l'identité de la première victime, les enquêteurs sont passés à l'étape suivante évidente, l'interrogatoire de la famille de Collins. En premier lieu, sa femme, Sarah. Elle a été convoquée au service le matin même où les résultats de l'expertise ont officiellement confirmé le lien d'Harold avec les disparitions. Selon les enquêteurs, elle est venue sans avocat, calmement, comme si elle ne croyait pas encore que tout ce qui se passait était réel. Sur l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire, on voit Sarah assise droite, les mains sur les genoux, le regard fixé sur la table. L'enquêteur pose la première question. Savait-elle ce qui était stocké dans l'arrière-cour ?
Elle répond sans hésiter « Non, jamais ». Il disait que c'était des produits chimiques pour le jardin. Je ne m'en mêlais pas. Ensuite, des précisions. À quelle fréquence se rendait-elle dans la cour? Avait-elle senti l'odeur? Avait-elle remarqué un comportement étrange de la part de son mari? Les réponses sont les mêmes. Non, je ne sais pas. Il s'occupait toujours de ça lui-même. Dans ses dépositions officielles, elle a décrit Harold comme un homme pédant, soigné, qui préférait que personne n'entre dans certaines zones de la maison. Selon elle, il avait ses propres règles. La cave, la remise et l'arrière-cour étaient son territoire personnel. Elle considérait cela comme une simple habitude masculine, sans y voir rien de suspect. Sarah a expliqué que l'odeur dont se plaignaient les voisins apparaissait effectivement de temps en temps, mais elle l'associait aux engrais. Harold disait souvent qu'il expérimentait de nouveaux mélanges pour le sol. Parfois, il ramenait à la maison des bidons avec des liquides, mais assurait que tout était sans danger. Elle lui faisait confiance. Pour l'enquête, ces paroles ont ouvert une nouvelle piste. La question s'est posée. Sarah pouvait-elle vraiment ne rien savoir, vivant sous le même toit qu'un homme qui avait dans sa cour 6 fûts remplis de produits chimiques et de restes humains? Ou jouait-elle un rôle dans son secret? La vérification a commencé par les étapes les plus élémentaires. Le service financier a analysé les comptes bancaires de la famille. Aucune transaction importante pouvant indiquer l'achat de réactifs chimiques spécifiques n'a été trouvée. Toutes les opérations semblaient banales. Courses, factures de services publics, frais de scolarité, dons réguliers à l'église. Ensuite, les enquêteurs ont examiné les relevés de téléphone portable de Sarah des dernières années. Les localisations correspondaient aux adresses de la maison, du travail et de l'école. Aucun appel vers des numéros suspects. Dans sa correspondance, uniquement des conversations banales avec des proches, des collègues et le comité des parents. Toute sa vie était exposée, sans le moindre indice de quelque chose de caché. Pour exclure la possibilité de dissimulation d'informations, Sarah a été soumise à un polygraphe. La procédure a duré près de 2 heures. On lui a posé des questions directes. Savait-elle ce qu'il y avait dans les fûts? Avait-elle vu son mari apporter quelque chose dans l'arrière-cour? Avait-elle entendu des conversations qui auraient non pu indiquer un crime? Les lectures de l'appareil n'ont révélé aucun mensonge. Les réactions sont restées stables. Les enquêteurs ont tout de même creusé plus loin. Ils ont vérifié ses emails, l'historique de ses recherches sur Internet, les vieilles photos des réseaux sociaux. Rien. Pas un seul détail indiquant qu'elle aurait pu être au courant. Au contraire, on avait l'impression que Sarah vivait dans une illusion parfaite de normalité, construite par Harold lui-même. Parallèlement, ils ont étudié les horaires de sa présence à la maison. Il s'est avéré que la plupart des jours de la semaine, elle les passait au travail, dans une pharmacie locale, où elle travaillait depuis 10 ans. Le soir, elle restait souvent pour des heures supplémentaires. C'est pendant ce temps, comme l'ont montré les expertises ultérieures, que les disparitions avaient lieu. L'enquête a conclu que c'était précisément son emploi du temps chargé et son habitude de ne pas se mêler des affaires de son mari qui ont rendu possible ce qui se passait. Harold créait une image parfaite de bien-être, un travail stable, une maison bien entretenue, des week-ends en famille, des promenades en soirée. Tout semblait si ordinaire que tout détail inquiétant se dissolvait dans le tableau général de la normalité. Malgré l'absence de preuves contre Sarah, l'opinion publique s'est rapidement divisée. Certains pensaient qu'elle ne pouvait pas ne pas remarquer ce qui se passait. D'autres qu'elle vivait simplement à côté d'un homme qui cachait magistralement sa véritable nature. Mais sur le plan juridique, la réponse était sans équivoque. La conclusion officielle des enquêteurs était la suivante. Aucune donnée indiquant la connaissance ou la participation de Sarah Collins à des actes qualifiés de criminels n'a été établie. Libérée du statut de suspecte, attirée à l'affaire en qualité de témoin. Ainsi, la piste d'un éventuel complice a été écartée. L'enquête a reconnu qu'Harold Collins agissait seul. Il menait une double vie, où il restait extérieurement un père de famille exemplaire
tout en gardant pendant de nombreuses années un terrible secret dans sa maison. Cette conclusion a rendu toute l'histoire encore plus insupportable. Collins ne commettait pas seulement des crimes, il le faisait tout en continuant à mener une vie ordinaire. Il prenait son petit déjeuner avec sa femme, tondait la pelouse, allait à l'église, discutait des nouvelles avec les voisins. Pendant tout ce temps, à côté de lui, se trouvait 6 fûts hermétiques. Et personne, même la personne qui dormait sous le même toit que lui, ne remarquait rien. Lorsque l'enquête a définitivement rejeté la thèse du complice, l'enquête est entrée dans une nouvelle phase. La tâche était désormais différente. Comprendre comment il choisissait ses victimes, pourquoi tout a commencé, et ce qui se passait réellement derrière cette façade de vie tranquille et prévisible d'Harold Collins. Lorsque les experts ont achevé l'identification des 3 premières victimes, l'enquête a obtenu l'essentiel, une régularité. Chacune d'elles était une femme se trouvant dans une situation de vie difficile. Aucune d'entre elles n'appartenait au monde criminel, n'avait de dettes ou d'ennemis. Elles se sont simplement trouvées à proximité d'un homme qui savait lire la faiblesse des autres aussi facilement qu'il lisait le journal avec son café du matin. La deuxième victime identifiée était une étudiante du collège local, nommée Laura. Jeune, indépendante, mais financièrement instable. Après une dispute avec ses parents, elle avait loué une chambre près du campus, travaillait à temps partiel dans un café, rêvait de terminer ses études et de déménager. Elle a disparu au printemps. Presque personne ne l'a remarqué tout de suite, car comme on l'a dit au dortoir, elle partait souvent chez des connaissances. Il s'est avéré que l'un de ses connaissances était Harold Collins. Lors de l'interrogatoire, la propriétaire du café s'est souvenue. Il y était passé quelques fois, lui avait apporté des colis et laissé des pourboires pour tout le monde. La troisième était une femme d'âge moyen qui avait perdu son emploi après la fermeture de l'usine. Désespérée, elle cherchait un petit boulot, répondait aux annonces. Selon les données de l'enquête, c'est l'une de ces annonces pour un emploi à temps partiel dans l'entretien de jardin qui l'a mené à Collins. Sur une vidéo du Centre pour l'emploi, on le voit s'approcher du comptoir, offrir son aide et lui donner une carte de visite. Ses manières sont impeccables, son discours calme. Il savait inspirer confiance dès les premières minutes. La quatrième était une réfugiée d'Europe de l'Est. Elle parlait mal la langue, vivait dans un appartement en location, presque sans amis. Le rapport de police indique qu'elle voyait en lui un protecteur. Harold l'aidait à remplir des documents, l'emmenait faire les courses, lui conseillait des endroits sûrs pour louer un logement. Selon les voisins, elle l'appelait « Monsieur Collins », un homme bon. Personne n'a lié sa disparition à lui. À ce moment-là, il avait déjà construit une image de citoyen exemplaire, prêt à aider tout le monde. Toutes ces histoires, en apparence, ne se croisaient pas, mais lorsque les enquêteurs ont superposé les chronologies et la géographie des déplacements de Collins, le tableau s'est assemblé. Il choisissait systématiquement celles qui étaient affaiblies par les circonstances, la solitude, la perte, le désespoir. Des personnes qui manquaient de ressources intérieures et de cercles de soutien. Dans chaque cas, il agissait de la même manière, d'abord la confiance, puis la participation, et enfin une disparition soudaine. Ensuite a commencé la recherche de preuves directes de contact, et c'est là, pour la première fois, que des détails que Collins n'avait pas pu effacer ont commencé à faire surface. Un témoin a rapporté avoir vu Collins aider Laura à transporter des valises du dortoir étudiant dans un camion. Selon les données officielles, la jeune fille n'avait pas de voiture. Cela signifie qu'elle prévoyait bien de déménager et que c'est lui qui l'aidait. Une autre preuve a été trouvée dans les archives du système de caméras de rue. Sur un enregistrement datant de 3 ans, un homme ressemblant à Collins se tient près du Centre pour l'emploi. En arrière-plan, une femme correspondant à la description de la troisième victime. Il lui montre quelque chose sur son téléphone, ils sortent ensemble du bâtiment. Ce jour-là, elle a disparu. Une autre coïncidence s'est trouvée dans les relevés bancaires. Plusieurs paiements de carburant à la même heure,
mais sur des autoroutes différentes. Les experts ont supposé qu'il conduisait souvent ses connaissances sous prétexte de les aider à rentrer chez elles. Ces trajets coïncidaient avec les dates des disparitions. C'est ainsi que sa méthode s'est progressivement dessinée. Il n'agissait pas de manière impulsive. Chaque nouvelle disparition était une étape réfléchie. Il choisissait le moment où la personne se sentait déjà reconnaissante et en confiance, puis il disparaissait simplement de leur histoire, effaçant les traces. Son sombre passé n'était pas lié à la criminalité. Il se cachait dans ses habitudes, dans sa manière de traiter les gens, dans le calme qui lui servait de couverture. Les psychologues impliqués dans l'enquête ont noté que Collins n'était pas un maniaque classique au sens habituel du terme. Il n'avait pas de crise de colère, pas de motif de vengeance ou de passion. Ce qu'il distinguait, c'était une rationalité froide. Il créait des situations dans lesquelles le contrôle lui appartenait entièrement. Chaque étape était mesurée, chaque détail calculé. Lorsque les experts ont identifié la 6e victime, l'enquête a finalement compris l'ampleur de la situation. C'était une femme nommée Helen Morris. Elle avait disparu il y a 8 ans. Son affaire avait été rapidement classée à l'époque. Absence de témoins, aucune preuve, pas la moindre piste. Ce n'est que maintenant, près d'une décennie plus tard, que les enquêteurs ont établi qu'elle était la plus ancienne de toutes. Helen travaillait comme comptable dans une entreprise où Collins était sous-traitant à cette époque. Ils avaient eu un bref contact professionnel. Il s'occupait de l'installation de la ventilation dans le bureau. Selon les archives, quelques jours avant sa disparition, elle l'avait appelé pour des questions de travail. Après cela, silence radio. Sa voiture a été retrouvée 1 mois plus tard, abandonnée près d'un lac. À l'époque, personne n'avait fait le lien avec lui, car Collins n'avait ni casier judiciaire, ni soupçon. Un citoyen parfait, un père de famille respectable, avec une excellente réputation. La conclusion des experts était sans équivoque. Collins avait agi de manière consécutive pendant au moins 8 ans. Les villes changeaient, les victimes changeaient, mais le schéma restait le même. Il chassait en silence, sans laisser de traces, sans éveiller les soupçons. Ce n'était pas un homme qui avait perdu le contrôle, mais quelqu'un qui ne le perdait jamais. L'enquête devait maintenant répondre à la question principale. Quelle en était la cause ? Pourquoi Harold Collins, en apparence indiscernable de tout autre habitant de la banlieue, avait-il choisi une telle voie ? Pour le comprendre, il a fallu se tourner vers son passé, son enfance, sa famille, et ces choses qui restent généralement en dehors des biographies des autres. C'est là que les enquêteurs espéraient trouver ce qui expliquerait comment cette obscurité était née. Après que les 6 victimes eurent été identifiées, les enquêteurs sont passés à la dernière étape, la plus difficile sur le plan émotionnel, la confrontation directe avec l'homme qu'ils considéraient comme coupable. À ce stade, le dossier de preuve était déjà solide. Résultats ADN, témoins, enregistrements vidéo, coïncidence de temps et de lieu. Mais sur le plan juridique, l'affaire restait fragile. Sans les aveux de Collins lui-même, tout risquait de se transformer en un long procès, où le moindre détail pouvait détruire l'accusation. C'est pourquoi il a été décidé de procéder à un nouvel interrogatoire. Mais cette fois, sans les formalités procédurales habituelles, sans pression ni menace. Les enquêteurs ont choisi une tactique que les psychologues appellent la rencontre avec les conséquences. Ils n'exigeaient pas de réponse. Ils montraient des visages, un par un. La salle d'interrogatoire avait été vidée de tout superflu. Sur la table, seulement une lampe, un dictaphone et un mince dossier. Collins a été amené sous escorte. On lui a enlevé les menottes, on lui a proposé une chaise. Il s'est assis calmement, comme s'il était venu à une réunion d'affaires. Le procès-verbal note « Comportement du suspect, réservé, pas de réactions émotionnelles. Apparence calme ». L'enquêteur a commencé sans préambule. Il a sorti une première photo du dossier, Emily Carter. Son histoire a été racontée presque comme une brève nécrologie.
date de disparition, lieu, profession, les personnes qui l'attendaient. Après le récit, l'enquêteur a demandé « Vous souvenez-vous de cette femme ?» Collins a regardé la photo pendant quelques secondes, puis a tourné son regard vers le mur. Le silence a duré longtemps. Pas un mot, pas un geste. Ensuite, une deuxième photo. Laura, l'étudiante. Le même scénario, l'histoire, la question, le silence. À chaque nouvelle photo, la tension dans la pièce montait. L'enquêteur n'élevait pas la voix. Il parlait calmement, presque avec retenue. Mais dans chaque mot, on sentait une lourdeur. Les photos se succédaient. La réfugiée, la comptable, la femme du centre pour l'emploi. Collins écoutait, sans interrompre. Parfois, il hochait la tête, non pas comme un homme avouant sa culpabilité, mais comme quelqu'un qui confirme simplement comprendre le sens de ce qui est dit. Son visage restait impassible, comme s'il s'était détaché de ce qui se passait. Ni irritation, ni confusion, ni défense. Seulement une indifférence absolue, presque froide. Le procès-verbal note, tout au long de l'interrogatoire, le suspect a conservé une expression faciale neutre, n'a manifesté aucun intérêt visuel pour les photos, a éludé les réponses. Comportement classé comme détachement émotionnel. Les enquêteurs ont tenté de briser ce mur. Ils ont présenté des faits, l'heure des appels, les itinéraires enregistrés, les coïncidences avec les lieux de disparition. Derrière chaque affirmation se trouvaient des données concrètes. Aucun mot n'était sans fondement. Mais Collins restait impassible. Sa tactique était évidente. Il avait choisi le silence comme arme. Ne pas nier, ne pas se justifier, ne pas engager le dialogue. Seulement le silence, dans lequel la logique et les émotions de ses interlocuteurs s'éteignaient. Sur un des enregistrements, on entend l'enquêteur, faisant une pause, poser la dernière photo sur la table. Helen Morris, sa première victime, la femme disparue il y a 8 ans. C'est elle qui est morte la première, a-t-il dit. Et tout a commencé avec elle. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé alors ? Aucune réponse ne suivit. Les secondes s'étiraient péniblement. On entend le tic-tac de l'horloge, le bruit des feuilles de papier qu'on tourne. Personne ne parlait. Et dans ce silence, selon les personnes présentes, Collins a soudainement esquissé un léger sourire. Pas un sourire moqueur, plutôt las, comme celui d'un homme qui a depuis longtemps pris sa décision et n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. L'enquêteur a fait une dernière tentative. Il a dit calmement, sans menace, « Vous n'êtes pas obligé d'expliquer comment, mais au moins, dites-nous, pourquoi ?» Collins continuait de regarder la table, puis il a levé les yeux, a croisé son regard et a prononcé « Ramenez-moi dans ma cellule ». Ces 4 mots furent sa seule réplique de tout l'interrogatoire. Après cela, il s'est levé, a attendu l'escorte et sans se retourner, est sorti. Le procès-verbal note « N'a pas répondu à la question sur la motivation, a refusé de faire une déposition. Comportement calme, délibéré. » Après cela, les enquêteurs n'ont plus essayé de lui parler. Toute communication perdait son sens. Il était évident qu'il n'allait pas se défendre, mais qu'il ne permettrait non plus à personne de le considérer coupable sur la base de ses propres aveux. Son silence est devenu une partie de l'affaire, un fait au même titre que les preuves matérielles. Les experts noteront plus tard qu'un tel comportement est typique des personnes qui ne cherchent pas d'excuses. Elles contrôlent même le processus d'accusation. Il leur importe de conserver le pouvoir au moins sur ce qu'elles disent ou ne disent pas. Pour Collins, ce silence est devenu le dernier moyen de garder le contrôle de sa propre histoire. L'interrogatoire s'est terminé par une note au procès-verbal. Le suspect a demandé à ce que la procédure soit interrompue et à être ramené au centre de détention. Demande acceptée.
Les enquêteurs sont restés longtemps dans la pièce. La lampe éclairait la table sur laquelle reposaient 6 photos, 6 visages, 6 histoires, 6 destins, liés par un seul fil. Collins n'avait pas dit un mot, mais c'est précisément son silence qui a définitivement convaincu l'enquête de sa culpabilité. L'affaire est maintenant entrée dans sa phase finale. La préparation de l'acte d'accusation et la transmission du dossier au tribunal. Collins, comme auparavant, gardait un calme glacial. Mais derrière ce calme, commençait à se dessiner une autre image, non pas seulement celle de crime, mais de tout un mécanisme construit au fil des ans. Et pour comprendre ce mécanisme, les enquêteurs ont décidé de se tourner vers ce qui se cachait derrière la façade de sa vie, son passé, son enfance et les choses dont il n'avait jamais parlé. Alors que l'enquête semblait dans une impasse, la seule direction restante était la maison de Collins elle-même. Après des semaines de travail sur les preuves, les témoignages, les documents, les enquêteurs ont compris que la réponse se trouvait probablement, depuis le début, littéralement sous leurs pieds. Il a été décidé de procéder à une nouvelle perquisition, mais cette fois, non plus visuelle, comme auparavant, mais en utilisant les technologies les plus récentes. Cette fois, des spécialistes de la direction de la police scientifique ont été associés à l'affaire, utilisant un géoradar, un appareil capable de scanner la structure des murs, des sols et du terrain pour détecter des cavités cachées. L'objectif était simple: exclure la possibilité que Collins ait pu laisser quelque chose de dissimulé, des documents, des outils ou d'autres objets capables d'éclaircir son mobile. Le scan a commencé par la cave. Cet endroit avait toujours suscité une attention particulière chez les enquêteurs. Même lors de la première inspection, elle avait semblé trop soignée, anormalement propre, sans une seule particule de poussière, avec des étagères parfaitement alignées où chaque boîte était à sa place. Lorsque l'appareil a atteint le mur nord, l'écran a affiché une légère anomalie. Une zone de densité ne correspondait pas au reste de la structure en béton. L'opérateur, observant les données, a prononcé « Il y a une cavité ici, d'environ 1 demi-mètre de profondeur ». Immédiatement après, la pièce a été bouclée. Les experts ont délicatement retiré une partie du plâtre, découvrant en dessous un mince panneau de ciment. Manifestement pas d'origine industrielle. Il était collé au mur avec une quantité excessive de mortier de construction, comme si quelqu'un avait voulu non seulement cacher, mais sceller à jamais ce qui se trouvait derrière. Lorsque le panneau a été retiré, un petit coffre-fort métallique est apparu dans la niche, ancien avec une serrure à combinaison mécanique. La surface était couverte de rouille, mais le mécanisme était intact. À son apparence, on pouvait deviner que le coffre-fort se trouvait à cet endroit depuis plus d'1 an. La décision a été prise sur place de l'ouvrir sans le transporter, pour tout documenter en présence de témoins et d'une caméra vidéo. L'un des experts, à l'aide d'une perceuse portable et d'un jeu de crochet, a mis près de 20 minutes avant que la serrure ne cède. Quand la porte s'est enfin ouverte, une odeur d'humidité et de poussière métallique s'en est échappée. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois, soigneusement enveloppée dans du papier épais. Pas d'argent, pas de documents, pas d'armes. Seulement 7 boîtes, à peine plus grandes qu'une boîte à chaussures. Les experts ont agi avec une extrême prudence. La boîte a été sortie, posée sur la table et ouverte sous l'œil de la caméra. Ce qu'il y avait à l'intérieur a fait taire toutes les personnes présentes. 6 petits objets y étaient disposés avec une précision presque pédante. 6 permis de conduire. 6 trousseaux de clés, chacun étiqueté avec des initiales. Et 6 petits objets personnels. Une bague, un pendentif en forme de cœur, un vieux bracelet en argent, une montre, une barrette en nacre et une broche miniature représentant un oiseau. Chaque objet semblait avoir sa propre signification. Ils étaient trop personnels pour appartenir à des inconnus. Les enquêteurs ont compris que c'était précisément l'erreur que Collins avait commise. Une erreur propre non pas à un criminel,
mais à un homme incapable de laisser complètement partir ce qu'il avait fait. Chaque objet a été photographié et saisi. 24 heures plus tard, les experts confirmaient, les permis de conduire appartenaient aux 6 femmes retrouvées dans ces mêmes fûts. Les clés à leurs appartements. Et les bijoux ont été identifiés par leurs proches. Le coffre-fort est devenu le dernier maillon, irréfutable. Il prouvait non seulement le lien de Collins avec les victimes, mais aussi sa participation consciente. Car aucun de ces objets n'aurait pu arriver entre ses mains par hasard. Dans le rapport rédigé le lendemain, il est dit « Les objets découverts indiquent la présence de ce que l'on appelle des trophées, des effets personnels pris aux victimes et conservés par le suspect. Le nombre et la nature des découvertes confirment la commission intentionnelle et systématique de crimes. Cette découverte a été un tournant. Après des mois d'enquête, de multiples versions, hypothèses et non-dits, le puzzle s'est enfin assemblé. Collins n'était plus un simple suspect, il était désormais un coupable évident. Son silence a perdu de son poids, car les objets parlaient. Le sort de 6 femmes a pris forme, et le mystère a trouvé une preuve matérielle. La maison, qui pendant de longues années avait semblé parfaite, s'est transformée en un lieu où chaque petit détail, des murs propres aux fûts scellés, cachait une vérité monstrueuse. Après l'ouverture du coffre-fort, les enquêteurs ont compris que leur travail touchait à sa fin. Tout le reste serait l'affaire du tribunal. Mais avant de transmettre le dossier, ils ont décidé de faire un pas de plus, d'étudier les notes personnelles, les documents et les archives de Collins pour tenter de répondre à ce que ni l'ADN, ni l'expertise n'expliqueraient, ce qui motivait cet homme et pourquoi il avait fait tout cela, comme s'il exécutait un plan écrit uniquement pour lui. Lorsque Collins a été de nouveau amené dans la salle d'interrogatoire, l'atmosphère avait changé. Cette fois, au centre de la table, il n'y avait pas de dossier de documents ni de photos. Seulement la boîte en bois, celle-là même qui avait été extraite du mur de sa cave, le métal du coffre-fort, l'odeur de rouille, le papier dans lequel elle était enveloppée. Tout cela semblait avoir absorbé non seulement des preuves matérielles, mais l'essence même de ses secrets. L'enquêteur a ouvert la boîte sans prononcer de mots superflus. Lentement, un par un, il en a sorti les 6 permis de conduire. Il les a disposés sur la table. À côté, les 6 trousseaux de clés, les 6 objets personnels, désormais identifiés par les proches. Chacun d'eux avait un nom, une histoire, une vie. Collins est resté silencieux, comme auparavant. Mais cette fois, son regard a changé. Si avant il évitait de regarder les preuves, maintenant, au contraire, il ne les quittait pas des yeux. D'abord, une légère tension sur son visage, presque imperceptible. Puis, une courte expiration, à peine audible, comme celle d'un homme qui a retenu son souffle trop longtemps. L'enquêteur n'a pas pressé les choses. Il a laissé le silence remplir l'espace. Ce n'est qu'au bout d'1 minute qu'il a prononcé « Nous les avons trouvés chez vous. » C'est tout. 6 personnes. 6 destins. Pourquoi gardiez-vous ça? Les mots sont restés en suspens, comme un coup de cloche. Une longue pause. La caméra enregistre chaque seconde. Collins a baissé les yeux vers la table, touchant à peine du bout des doigts le pendentif. Celui-là même qui appartenait à Emily Carter. Il semblait se souvenir de quelque chose qui n'existait que dans sa tête. Puis il a légèrement tourné la main, comme s'il voulait le remettre à sa place, mais s'est ravisé. Et alors, pour la première fois, il a parlé. Sa voix était basse, fatiguée, sans émotion. Le procès verbal notera plus tard, prononcé d'un ton égal, sans signe de nervosité. De toute façon, personne ne les cherchait. Après ces mots, il s'est tu. L'enquêteur n'a pas demandé de répéter. Cela n'avait aucun sens. Tout était déjà dit. Cette phrase a instantanément changé tout le cours de l'affaire.
elle ne contenait pas d'aveu direct. Collins n'a pas prononcé de mots qui auraient pu être interprétés comme « oui, je l'ai fait ». Mais sur le plan juridique et psychologique, c'est précisément cette phrase qui est devenue la clé. Elle ne signifiait pas un déni, ni une tentative de se justifier, mais l'acceptation de son propre rôle, comme s'il se reconnaissait enfin comme faisant partie du vide qu'il avait créé. Les enquêteurs comprenaient que derrière ces mots, il n'y avait pas de hasard. C'était sa logique, dévoyée, froide, mais construite dans les moindres détails. Il choisissait ceux que personne ne chercherait, des personnes dont la disparition ne susciterait pas d'inquiétude, ne ferait pas la une des journaux, ne deviendrait pas un sujet de conversation entre voisins. Il ne se considérait pas comme un criminel, mais comme un homme qui avait mis à nu l'indifférence du monde. Les psychologues diront plus tard que dans cette phrase se manifestait son idéologie. Il ne tuait pas par profit ou par plaisir. Il le faisait par conviction que le monde se divise en visible et invisible, en ceux que la société remarque et ceux qu'elle oublie. Il avait choisi les seconds parce qu'il croyait que leur disparition ne laisserait aucune trace. Pour l'enquête, ce fut le point final. Tout ce qui n'était auparavant que des suppositions a été confirmé. Le mobile, bien que non sous la forme d'un aveu, a enfin pris forme. Lorsque Collins a été ramené dans sa cellule, l'enquêteur est resté longtemps assis à la table, sans regarder la boîte. Sur l'enregistrement, on l'entend dire doucement à son collègue « Il disait la vérité ». Personne ne les cherchait vraiment. Après cela, il n'y a plus eu d'interrogatoire. Tous les procès-verbaux ont été rassemblés et l'affaire est passée au stade judiciaire. Mais dans les dossiers, cette unique ligne est restée, celle qui, en substance, a tout révélé. De toute façon, personne ne les cherchait. Cette phrase n'est pas seulement devenue une preuve de la culpabilité de Collins, mais un symbole de la façon dont l'indifférence peut devenir un terrain fertile pour le mal. Ces mots étaient le dernier écho de l'abîme dans lequel il avait lui-même plongé, et ce qui a définitivement refermé la porte derrière lui. Lorsque les enquêteurs ont rassemblé toutes les preuves, les témoignages et les données d'expertise, un tableau complet s'est enfin dessiné devant eux, une séquence d'actions froide, presque mathématique, pas une explosion de folie, pas un hasard, mais un schéma perfectionné dans les moindres détails. Harold Collins n'agissait pas comme un homme cédant à une impulsion, mais comme l'exécutant systématique d'un plan mûrement réfléchi. La première étape était toujours le choix. Il n'agissait jamais de manière spontanée. Ses victimes n'étaient pas choisies au hasard. L'enquête a établi que Collins recherchait délibérément des femmes se trouvant dans des situations de vie difficiles. Certaines avaient perdu leur emploi, d'autres avaient déménagé dans une autre ville, d'autres encore essayèrent de tout recommencer, sans soutien. Il les trouvait là où les gens sont particulièrement vulnérables, près des centres pour l'emploi, dans des garages bon marché, sur des forums et dans les annonces locales. Il étudiait attentivement chacune d'elles, les observait avant de faire le premier pas. La deuxième étape était l'établissement de la confiance. Ici, Collins se révélait presque comme un acteur. Il savait donner l'impression d'être un homme fiable, sûr de lui, poli, attentif aux détails, toujours prêt à aider, sans rien demander en retour. Il réparait des voitures, donnait des conseils, conduisait les gens, les écoutait, et le plus important, il ne franchissait jamais la ligne. Tout se passait dans les limites de la bienséance, sans pression. Il savait faire en sorte qu'une personne se sente reconnaissante et non méfiante. Cette image de sauveur, l'homme qui veut juste aider, devenait son principal outil. Les enquêteurs ont découvert que cette période pouvait durer des semaines. Ils construisaient patiemment le contact, et lorsque la confiance était établie, ils passaient à l'étape suivante. La troisième étape était l'isolement. Collins n'agissait jamais en territoire étranger. Il invitait toujours la victime là où il se sentait maître de la situation. Le plus souvent, c'était sa maison ou son garage,
des endroits où personne n'entrait sans sa permission. Il trouvait un prétexte. Aider avec la voiture, récupérer un outil, montrer comment réparer quelque chose. Et c'est là que résidait tout son calcul. Il n'utilisait jamais la force. Tout semblait naturel, calme. La personne venait d'elle-même. Ce qui se passait ensuite, l'enquête n'a pu l'établir que partiellement. Mais il était évident que tout se déroulait rapidement et sans chaos. Collins contrôlait méticuleusement le processus. Il n'y avait ni éclat, ni panique. Il faisait tout de sang-froid, sachant exactement comment dissimuler les traces. C'était la 4e étape, le moment où le plan atteignait son apogée. Et ensuite, ce que les enquêteurs ont appelé l'étape de dissimulation. Elle se distinguait par une propreté presque pathologique. Collins utilisait des réactifs chimiques qui détruisaient toute trace. Tous les processus, de la destruction des preuves à l'emballage des fûts, étaient la pensée à l'avance. Il agissait comme quelqu'un qui aurait suivi une formation. Il ne laissait pas d'empreinte, n'utilisait pas ses propres moyens de transport, détruisait les outils. Après chaque cas, il nettoyait tout ce qui pouvait rappeler ce qui s'était passé et ne gardait pour lui que les objets personnels, ces fameux trophées. Pour lui, ce n'était pas une preuve, mais un symbole de contrôle. Cette séquence d'actions se répétait encore et encore, 6 fois en 8 ans, sans une seule erreur. Les enquêteurs ont noté qu'il n'avait jamais tenté de changer de schéma. Il n'expérimentait pas, n'improvisait pas. C'était une structure rituelle, où chaque étape avait sa propre signification. Les psychologues participant à l'affaire ont déclaré que son comportement ne rappelait pas la passion d'un criminel, mais une routine froide. Il semblait accomplir une tâche dans laquelle il n'y avait ni émotion, ni doute. Dans chaque action, il y avait de la logique, dans chaque détail, de la répétition. Collins ne commettait pas seulement des crimes, il les transformait en un cycle dont il était lui-même devenu une partie du mécanisme. Dans les rapports, cela était qualifié de méthodologie frôlant l'obsession. Il ne cherchait pas le risque, ne cherchait pas la gloire, ne laissait pas de message. Ces trophées étaient la seule chose qui révélait en lui, non pas un exécutant, mais un homme ayant besoin de confirmer sa propre puissance. Ainsi, l'enquête est parvenue à la conclusion que son modus operandi n'était pas une impulsion, mais un système. Clair, répétable, sans émotion. Tout ce qu'il faisait suivait le même modèle. Et c'est précisément ce qui lui a permis de rester si longtemps inaperçu. La reconstitution s'est achevée sur une conclusion qui glaçait le sang. Harold Collins a agi pendant 8 ans, transformant chaque disparition en un rituel précis, presque mécanique. Et lorsque ce rituel a enfin été découvert, les enquêteurs ont compris que le plus difficile les attendait. Tenter d'expliquer pourquoi. Lorsque l'affaire Harold Collins est arrivée devant le tribunal, l'atmosphère dans la salle était presque palpable. Sur le banc des accusés, un homme qui pendant 8 ans avait mené une double vie, souri aux voisins, fréquenté l'église avec sa femme, organisé des barbecues dans sa cour. Mais maintenant, il était assis, immobile, les mains jointes, le regard fixé quelque part au loin. Autour de lui, des journalistes, des caméras, les proches des victimes. Et un silence total lorsque la première audience a commencé. La défense comprenait que nier l'évidence était inutile. Trop de faits liaient à Collins au crime. Leur stratégie était donc construite sur autre chose. Tenter de prouver qu'il n'y avait toujours pas de preuve directe de sa culpabilité. Il ne niait pas la découverte des fûts, du coffre-fort, des objets personnels. Il ne contestait pas non plus les résultats des expertises, mais ils affirmaient « Oui, tout cela a été trouvé chez lui, mais cela ne prouve pas qu'il a commis les meurtres. » L'avocate a invoqué l'absence de témoins, le fait que l'ADN de Collins n'ait pas été retrouvé sur les affaires des victimes. Il a construit sa ligne de défense autour de l'image de la victime des circonstances, affirmant que les preuves auraient trop pu être placées et que le silence de son client n'était pas un aveu,
mais un moyen d'éviter les manipulations. Le ministère public, lui, a abordé l'affaire différemment. Leur position ne reposait pas sur un seul détail, mais sur le tableau d'ensemble. Chaque preuve, en soi, n'était pas une preuve absolue. Mais ensemble, elles formaient un système clair et impeccable. Le procureur a, pas à pas, exposé devant les jurés la logique des crimes, du choix des victimes à la dissimulation des traces. Il a montré des photos, des extraits, des témoignages, des enregistrements de caméras. Tout ce qui pouvait expliquer comment un homme en apparence calme pouvait devenir capable d'actes monstrueux. Un moment particulièrement fort fut celui où le procureur a sorti d'un sac transparent la boîte en bois, celle-là même trouvée dans le mur de la cave. Il l'a posée devant les jurés, a ouvert le couvercle et a dit « Ce ne sont pas de simples objets. C'est le souvenir de celles qui ne sont plus là. Et c'est ce qu'il a décidé de conserver. » Ces mots ont tout changé. Les proches des victimes n'ont pas pu retenir leurs larmes. Collins, comme auparavant, n'a pas prononcé un mot. Il écoutait, sans ciller, comme s'il assistait au procès de quelqu'un d'autre. Au cours des audiences, les psychologues, appelés par l'accusation, ont expliqué son comportement. Ils ont dit que son silence n'était pas une défense, mais une démonstration de pouvoir. Il ne voulait pas se justifier. Il voulait avoir le dernier mot, même si ce mot était le silence. Quand vint le temps des plaidoiries finales, le procureur a prononcé une phrase simple. « Nous ne pouvons pas ramener celle qu'il a prise, mais nous pouvons faire en sorte qu'il ne sorte plus jamais de ces murs. » Les jurés ont délibéré un peu plus de 2 heures. Ce jour-là, la salle d'audience était comble. Quand ils sont revenus, tout le monde s'est levé. Le président du jury a lu le verdict. Coupable des 6 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré. Le visage de Collins n'a pas changé, ni surprise, ni indignation. Il a simplement hoché la tête, à peine perceptiblement, comme s'il entendait ce à quoi il s'attendait. Le lendemain, le juge a lu la sentence. Sa voix était calme, sans émotion. Harold Collins est condamné à 6 peines de réclusion à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. À ce moment, le silence est de nouveau tombé dans la salle. Sarah Collins, sa femme, était assise au premier rang. Elle ne pleurait pas. Elle a seulement baissé la tête et ne l'a pas relevée avant la fin de l'audience. Ainsi s'est terminé le procès le plus retentissant de ces dernières années, sans aveu, sans remords, sans tentative de se justifier. Le tribunal a statué, la culpabilité est prouvée, la punition inévitable. Mais même après la sentence, les enquêteurs avaient le sentiment que l'histoire de Collins n'était pas terminée. Trop de choses dans sa vie restaient floues, des motifs aux éventuelles autres victimes, dont personne ne savait rien. Et un nouveau travail les attendait. Comprendre non seulement ce qu'il avait fait, mais aussi pourquoi. Après le procès, lorsque les caméras ont quitté le bâtiment et que les gros titres ont commencé à s'estomper, un silence étrange et pesant s'est installé dans la ville. Mais ce silence n'était pas celui de la paix, plutôt une longue expiration, généralement suivie d'une prise de conscience. Les gens ont soudain compris. Tout ce qu'ils avaient vu et entendu ces derniers mois s'était produit tout près. Harold Collins vivait parmi eux, marchait dans les mêmes rues, faisait ses courses dans les mêmes magasins, saluait les voisins. Cette pensée était obsédante. Car si un monstre peut se cacher derrière l'image d'un homme ordinaire, alors personne n'est à l'abri. La famille de Collins fut la première à subir les conséquences de ce cauchemar. Sarah Collins, autrefois une femme affable à la voix douce, n'apparaissait plus en public. Pendant le procès, elle s'asseyait au fond de la salle, évitant les caméras, et répondait de moins en moins aux appels de ses connaissances. À chaque nouvelle audience, quelque chose semblait s'éteindre sur son visage. Lorsque le verdict a été prononcé, elle n'a pas pleuré. Elle s'est simplement levée, a baissé la tête et est partie, sans dire un mot. Quelques semaines plus tard,
on a appris qu'elle avait demandé le divorce, renoncé à la maison et changé de nom de famille. Plus tard, des journalistes ont découvert qu'elle avait déménagé avec ses enfants, bien que seules des initiales figuraient sur les documents de déménagement. Les traces de sa nouvelle vie se perdaient au quelque part à la frontière de l'État. Plus aucune base de données ne mentionnait une personne portant son ancien nom. Les psychologues diront plus tard que de tels actes sont une forme de survie, une rupture totale avec le passé, une tentative d'effacer de sa mémoire non seulement son mari, mais aussi elle-même, telle qu'elle était à ses côtés. La ville a longtemps hésité sur le sort de la maison de la rue Maple. D'un côté, c'était un bien immobilier ordinaire, bien qu'avec une histoire effroyable. De l'autre, c'était le lieu où les fûts avaient été trouvés, où les experts de la police scientifique en combinaison de protection avaient travaillé, où toute l'horreur semblait imprégnée dans les murs. Personne ne voulait y emménager. Aucune agence immobilière ne voulait s'occuper de la vente. Les gens évitaient ce terrain, surtout le soir. Progressivement, la maison a commencé à attirer des visiteurs d'un tout autre genre. D'abord des adolescents curieux qui venaient en cachette la nuit pour voir comment c'est. Puis, des blogueurs qui tournèrent des vidéos angoissantes. Certains accrochèrent des notes avec les noms des victimes sur la clôture, d'autres laissaient des bougies sur le seuil, et d'autres encore peignaient des inscriptions offensantes sur les murs. Les habitants des maisons voisines en avaient assez de ces visites constantes. Les autorités recevaient des plaintes, bruits la nuit, déchets, flashs d'appareils photo. Le quartier se transformait peu à peu en une attraction morbide, ce qui suscitait le dégoût des gens. 1 an après le verdict, le conseil municipal s'est réuni à huis clos. À l'ordre du jour, une seule question: le sort de la maison de Collins. Ce jour-là, la décision a été prise. Le bâtiment serait démoli. La maison a été déclarée objet de trouble public et la banque hypothécaire a accepté de transférer les droits de propriété à la ville. 1 mois plus tard, des ouvriers sont arrivés sur le terrain. Aucun des voisins n'avait été prévenu à l'avance pour éviter la foule. Le matin, alors que les premiers rayons de soleil éclairaient la façade, le grondement d'un excavateur a retenti dans la rue. En quelques heures, les murs sur lesquels, il n'y a pas si longtemps, étaient accrochés des photos de famille, se sont transformés en un tas de briques. Les gens se tenaient à distance. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres regardaient simplement. On a dit qu'au moment où le dernier mur est tombé, un nuage de poussière semblable à de la fumée s'est élevé au-dessus de la maison. Et ce spectacle a fortement impressionné tout le monde. Comme si ce n'était pas seulement un bâtiment qui avait disparu, mais avec lui, quelque chose d'invisible, de sombre, qui maintenait tout le quartier sous tension. Et puis, il s'est produit quelque chose que personne n'attendait. Pendant plusieurs semaines, le terrain est resté vide, envahi par les mauvaises herbes, jusqu'à ce que les proches des victimes y viennent. Ils ont apporté des fleurs, blanches et violettes, dans des pots en argile identiques. Ils les ont alignées, juste à l'endroit de l'ancien perron. Quelques jours plus tard, des militants sont venus, puis des voisins. Les gens ont commencé à apporter des arbustes, des graines, des plaques avec des noms. La ville n'est pas intervenue. Tout s'est fait de manière spontanée, naturelle. C'est ainsi qu'un petit square est né à la place de la maison détruite. Aujourd'hui, 6 jeunes érables y poussent, un pour chaque victime. Entre eux, une allée soignée en pierre claire et un banc en bois sur lequel quelqu'un est toujours assis. Parfois, ce sont des passants. Parfois, les proches de celles dont les noms sont gravés sur une plaque de métal à l'entrée. Elle ne contient que quelques mots, à celles qu'ils croyaient invisibles. Elles ont été retrouvées. Chaque printemps, le jour où le verdict a été rendu, les gens y apportent des fleurs. Certains lisent des poèmes, d'autres restent simplement silencieux. Ce jour-là, dans la ville, on essaie de ne pas se souvenir de Collins, seulement de celles dont les noms vivent désormais dans le bronze. Au fil des ans, le lieu a cessé d'être un rappel du crime. Il est devenu un rappel de la mémoire. On ne ressent plus la peur ici.
Il n'y a plus cette ombre sinistre qui semblait autrefois planer sur ce quartier. Au contraire, c'est l'un des endroits les plus calmes et les mieux entretenus du comté. On dit que le soir, lorsque les lampadaires s'allument et que les feuilles des arbres bruissent dans le vent, on a l'impression que la ville a enfin expiré. Et il y a dans cela une étrange forme de justice. Là où se dressait autrefois une maison du mal, pousse maintenant un jardin créé par les mains de ceux qui ont survécu à la douleur. Et peut-être que c'est bien cela, la victoire, non pas sur un homme, mais sur ses ténèbres.